Bonjour et bienvenue sur ce plateau de Sport Corner. C'est une émission qui est animée par Sport et Citoyenneté. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, vous êtes chez vous, monsieur le député Marc Tarabella, qui est un parlementaire européen belge, qui préside l'intergroupe sur le sport. Vous allez nous en parler tout à l'heure. Et nous accueillons à cette occasion également un sociologue, Albert Sontag, qui a fait une étude remarquable et remarquée sur le football. Alors dites-moi un peu comment se fait-il que la Commission européenne vous ait confié une étude sur l'anthropologie de l'intégration européenne sur la base d'un projet axé sur le football. Oui, en fait, c'est nous qui avons axé le projet sur le football. La Commission voulait étudier comment l'Europe s'intègre par le bas en dehors de la sphère politique et économique. Et nous, on a proposé un grand projet transnational et interdisciplinaire sur le football qui a comme objet le football, parce que nous pensons qu'il y a là un formidable vecteur de curiosité et d'échange transnational qui n'est pas reconnu à sa juste valeur par les sciences sociales généralement. Parmi vos conclusions, comment voyez-vous le football interagir sur la citoyenneté et la citoyenneté européenne en particulier? Alors, sur la citoyenneté directement au sens politique, pas énormément, ça c'est clair, c'est une activité socioculturelle. En revanche, il joue très fortement sur les appartenances. Il enseigne en quelque sorte comment se sentir appartenir à différents niveaux territoriaux, différents niveaux d'unité et d'entité territoriale. C'est assez impressionnant en fait à quel point il nous aide à jongler avec nos appartenances multiples qui sont le propre du XXIe siècle en fait. Monsieur le député, est-ce que vous pensez que le football, en tant que culture populaire, peut être un élément pour réconcilier le citoyen avec l'Union européenne et ses valeurs européennes? Très clairement. D'abord, le football ici au Parlement européen et dans les institutions, quand on est passionné de football évidemment, c'est toujours un point d'accroche qui permet de rompre la glace pour autant qu'il y ait une pellicule de glace entre des collègues ou des personnes que l'on rencontre. On arrive toujours à, si on parle de foot, franchement directement on est dans le vif du sujet, c'est très bien. Évidemment, le sport au niveau européen n'est probablement pas une matière pour laquelle on peut légiférer. L'important est de prendre en compte effectivement le sport dans toutes ses dimensions, parce qu'il permet, comme d'autres activités, mais aussi bien et peut-être mieux que d'autres, d'intégrer une série de personnes, de faire en sorte qu'on parle le même langage. Et donc très clairement, dans cette Europe qui aujourd'hui se cherche son projet, le football, le sport en général, mais le football peut être fédérateur. En tout cas d'énergie positive et de faire en sorte que les citoyens se reconnaissent non seulement à travers ce sport, reconnaissent un projet, sont fiers de leur région, peut-être fiers de leur club, oui. Mais évidemment il faut induire aussi les valeurs de respect des autres et ça c'est quelque chose qui est bien plus large et qui fait partie de l'éducation. Monsieur Sontag, vous regardez dans votre étude, en la regardant de près, vous examinez le football comme une grille de lecture pertinente? Une grille de lecture pertinente pour la manière dont les Européens se regardent les uns les autres, oui. Quelles sont leurs émotions spontanées quand ils se rencontrent. Ça, c'était pour nous quelque chose d'extrêmement important, mais on a aussi étudié des choses d'un rapport à la politique beaucoup plus immédiat, comme par exemple cette attente qui est là, qui est adressée aux législateurs, en fait, de sauver le football de lui-même. Il y a là quelque chose dont les Européens se sentent propriétaires, mais en train d'être dépossédés par l'argent, et il y a une forte attente du côté des supporters d'être peut-être mieux écoutés, d'être peut-être mieux impliqués et surtout de voir le football évoluer dans un cadre qui est plus sain que celui qui est actuellement le cas. Monsieur le député, le football business est en train de déborder le football lui-même, vous pensez ? Très clairement, et la réflexion de M. Sontag est tout à fait exacte. Le football est à l'image de la société. Nous sommes dans une société qui voit s'accroître les inégalités. Ben, le football, c'est pareil. Il y a le football business, il y a une élite de grands clubs, et puis il y a les autres. Et puis il y a aussi le football amateur, le football de masse, qui draine tous les dimanches des garçons, mais aussi quelques filles, mais le dimanche des jeunes sur les terrains de sport. Et ce football-là souffre par manque de bénévoles, parce que peut-être les financements ne leur viennent pas, ne retombent pas sur eux, ne rejaillissent pas sur eux. Et donc très clairement, l'Europe souffre un peu de cela aujourd'hui, politiquement.
avec un écart qui s'accroît entre certains pays et d'autres, entre une élite peut-être financière qui fait des profits juteux et une masse de la population qui vit dans des conditions parfois assez difficiles. Sur les 11 millions d'euros versés à l'Union belge à la suite de la Coupe du monde de football, 10 millions sont partis en prime au Diable Rouge. Vous pensez que c'est normal ? Je pense que la fédération belge aujourd'hui a un problème avec sa comptabilité. D'ailleurs, le secrétaire général est mis en difficulté. Il devait expliquer pourquoi on est en perte, on serait en perte, alors que l'année a quand même été propice. Elle aurait pu l'être plus si on avait été en demi-finale, ce qui aurait été sans doute encore meilleur. Mais de fait, il y a un problème. L'Union belge a un gros problème. C'est une entité qui ne sait pas beaucoup décider. Quand il faut trancher dans les problèmes, elle ne tranche pas. Et d'un autre côté, elle écrème les petits clubs, elle met en difficulté les petits clubs, notamment par exemple des horaires de matchs de football qui ne sont pas compatibles avec des matchs du dimanche, en concurrence, qui sont télévisés alors qu'il y a des matchs dans des terrains de 3e provincial en même temps. Ça n'a pas de sens. L'Union belge tue les petits clubs. Est-ce que ça pose le problème de la gouvernance de l'outil fédéral au niveau national et des clubs professionnels en même temps ? C'est lié, les deux sont liés. Bon, on sait que les ligues se sont quasi séparées des fédérations, mais le problème est le même. Ce qui est intéressant dans le cas du football, comme le disait M. Tarabella, c'est que c'est aussi quelque chose qui est accessible, compréhensible pour le commun des mortels, pour qui des termes comme transparence, responsabilité sociale ou accountability en anglais ne veulent pas dire quelque chose de concret, mais quand on accroche ça à la manière dont est géré le football, on comprend très vite ce qu'il faut réparer, où il faudrait que le législateur interfère, soit directement, soit en faisant pression, parce qu'il n'y a pas que les lois, il y a aussi une certaine pression qu'on peut exercer sur des fédérations nationales, mais même aussi supranationales, je pense. Dans l'étude de Free, je présente d'ailleurs la maquette du magazine que Sport et Citoyenneté consacre à cette étude avec un magnifique dessin de Plantu. Vous intéressez de très près aussi à la gouvernance des clubs de supporters dans les clubs professionnels. On a eu un incident regrettable au Stade de Séquin au Standard de Liège avec une banderole qui n'a pas été maîtrisée. Est-ce que ça c'est maîtrisable par un club? Les réactions le stade comme espace public ne sera jamais, et j'ai presque envie de dire, Dieu merci, entièrement maîtrisable. Il faut qu'il y ait de la transgression. Cette transgression, elle fait partie de l'esprit aussi du football. Maintenant, mon idée, à partir de tous les entretiens et les enquêtes qualitatives et quantitatives que nous avons menées, mon idée est qu'une implication plus forte des supporters organisés notamment dans la gestion des clubs professionnels va servir à une autogestion déjà tout à fait différente du supporterisme et surtout ce sentiment d'être pris au sérieux par les instances fédératives, mais aussi au niveau des clubs, ça change complètement le comportement. Ça, on l'a. C'est ce que je disais tout à l'heure en utilisant le mot. Il y a une attente forte de la part des supporters. Vous êtes supporter du Standard, monsieur le député? Oui. Vous regrettez ce qui s'est passé à l'occasion de cette banderole un peu maladroite, on va dire comme ça? C'est vrai que le public de Sclessin est un public chaleureux, chaud, un très beau public. À part quelques éléments qui sont détestables. Moi, je regrette cette banderole. C'est pas de l'humour, c'est une faute de goût aussi. C'est une faute de goût. L'actualité, évidemment, est là pour faire insister en plus sur cette faute de goût. Mais il y avait pire que ça. Et ça est passé sous silence. C'est qu'on a lancé des cailloux sur Silvio Proto avant que le match ne commence. Le match n'aurait même pas dû avoir lieu. Or, je trouve ça scandaleux parce que avec les caméras dont nous disposons aujourd'hui autour des terrains, on doit pouvoir identifier des fauteurs de troubles. Quelqu'un qui jette un caillou en direction d'un joueur n'a plus le droit d'aller dans un terrain de football. Vous préférez l'hommage rendu à Lampard dimanche à Stamford Bridge? Oui, et j'aurais préféré que le calicot du Standard fût à la gloire de Laurent Simon, qui doit quitter le club. Qui a marqué un but ce jour-là d'ailleurs. Qui a marqué un but ce jour-là, un calicot positif, un tifo positif. Mais c'est la violence qu'il faut surtout réprimer. Et là, la fédération anglaise est probablement un exemple, parce qu'ils ont eu beaucoup de problèmes de hooliganisme, de violence dans les stades. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un exemple parce qu'il n'y a plus de grillage dans les stades. Mais les gens qui étaient fauteurs de troubles ont été interdits parfois à vie d'aller dans un stade. Ouais. Et ça, c'est des mesures qu'on ne trouve pas en Belgique. Je ne pense pas que les clubs, et surtout la fédération, aient envie d'aller en avant. Pourtant, c'est ça qu'il faut faire.
de manière à ce que les familles puissent retourner au stade, en toute quiétude. Monsieur Parce que c'est un spectacle. Il n'y a pas que la sanction aussi, hein. Il faut aussi qu'on crée un environnement qui soit propice à ce que le supporter lambda se sente chez lui dans le stade et pas seulement une vache à lait dont le club veut profiter. Hein. Donc il y a tout un ensemble de mesures qui seraient à prendre. L'un et l'autre, je voudrais vous ramener sur le terrain du football amateur pour vous demander quelle est la valeur intégrative et d'intégration du sport amateur, du football en particulier, dans nos sociétés qui sont de plus en plus communautarisées. Est-ce qu'il y a vraiment des solutions où il faut aider les clubs amateurs à jouer ce rôle d'intégration sociale? Je pense que déjà les clubs amateurs le jouent. Hein. Il faut rendre hommage au travail d'intégration de minorités qui est fait sur le terrain jour après jour dans tous les pays d'Europe, très fortement en Europe occidentale notamment. Mais c'est tout un ensemble, toute la pyramide du football doit participer. Nos enquêtes par exemple délivrent le message qu'il y a là aussi une attente très forte envers les idoles qui sont issues de la migration, par exemple, qu'ils s'investissent davantage aussi dans les écoles ou dans les petits clubs sur le terrain, puisque cet exemple est très majoritairement considéré comme fantastique pour l'intégration dans la société des minorités visibles. Vous êtes un élu de terrain, Monsieur Tarabella, c'est quelque chose que vous pratiquez tous les dimanches, j'imagine. De voir des clubs amateurs contribuer à l'intégration sociale, ça marche bien? C'est clair, je suis dans un petit village de 4000 habitants, il y a un club local qui a une équipe première qui joue dans un niveau modeste, hein, c'est en provinciale liégeoise, mais il y a toutes les équipes d'âge, donc des pré-minimes poussins jusqu'aux juniors, et donc il y a à peu près 140, 150 jeunes qui tous les dimanches, tous les samedis jouent. Et c'est formidable en termes de vecteur d'intégration, mais surtout dans l'éducation d'aujourd'hui, le sport, et notamment le sport collectif, génère des valeurs dans la société dont on a grand besoin, telles que le goût de l'effort, la solidarité. On n'est pas bien, on se sent malade un peu peut-être, mais si on n'est que 11 sur le terrain, il faut quand même y aller parce que se dépasser un peu. Mais c'est aussi le respect de l'autorité. Quand l'arbitre siffle, c'est parfois souvent pire les réactions des parents autour du terrain que les réactions des jeunes sur le terrain, mais c'est fondamental, je trouve. Si on revient sur votre agenda parlementaire, vous avez été à l'origine de la fondation de cet intergroupe sport. Donc aujourd'hui, vous travaillez, j'imagine, sur un calendrier, un agenda. Quelles sont vos priorités thématiques dans le cadre de cet intergroupe? Vous avez, je crois, 120 parlementaires qui ont Oui, donc 120 parlementaires, vous savez qu'il y a plusieurs intergroupes qui sont constitués en début de législature, 25 sont reconnus officiellement. L'intergroupe du sport ne l'était pas depuis 10 ans, il l'est à nouveau. Je vais le co-présider avec mon collègue espagnol Santiago Fisas, qui a été très actif au sein du PPE, lui, sur les partis populaires européens, dans son groupe, au sein de son groupe pour parler de la thématique du sport. Et aujourd'hui, nous avons un comité, mais avec toute une série de thématiques évidemment, telles que le sport business bien sûr, mais le sport et éducation, sport et santé, vecteur d'intégration, intégration sociale, rapprochement entre les peuples. Je pense qu'il y a toute une série de matières, c'est une matière vraiment transversale qui peut faire en sorte qu'on puisse en tout cas sans doute s'en préoccuper plus au niveau européen. Je me réjouis aussi que la Commission européenne ait désigné un commissaire qui a de manière explicite le sport dans ses compétences. Vous l'avez rencontré? Monsieur Navracsics, pas encore, mais ça ne saurait tarder. Et donc clairement, il y a eu un progrès en faveur de la mise en lumière du sport et de toutes les matières qui tournent autour du sport, tant au sein de la Commission européenne que du Parlement. Est-ce que la communauté des chercheurs est en prise avec le législateur et de quelle manière? Quel est le rôle que vous jouez pour essayer d'influencer l'évolution de la législation européenne, des programmes sportifs de l'Union européenne par exemple? Le chercheur en sciences sociales, par définition, il s'intéresse à la réalité qui nous entoure. Hein. Il essaye de mieux comprendre la société que nous sommes en train de fabriquer, dans laquelle nous évoluons. Et évidemment, il aime bien partager les résultats de ses recherches avec les décideurs politiques, c'est évident. Bon, on n'est pas naïf, on comprend qu'il est une chose de faire une étude académique sur un sujet et une autre de l'appliquer dans un contexte politique où la prise de décision est tout sauf simple. Mais on souhaiterait quand même parfois une écoute peut-être un peu plus approfondie de la part des politiques, notamment quand on essaye de leur apporter les résultats. Et je vous invite donc, M. Tarabella, à venir à notre conférence finale le 17 mars ici à Bruxelles, où nous parlerons en détail de nos travaux de recherche. Voilà, l'invitation est lancée. Monsieur le député, merci de votre disponibilité, merci de votre accueil au Parlement européen et à très bientôt sur les plateaux de Sport Corner. Au revoir.